Allô? Allô? Bonjour, monsieur Patrick Massengo Kalassa. Bonjour, madame. Vous êtes président des indépendantistes katangais. Merci d'avoir accepté de nous parler. On Oui. passe directement à la première question. Le 30 juin 1960, le Congo a eu son indépendance face à la Belgique. 11 jours après, Moïse Tshombe opte pour la sécession katangaise. En 1964, il est évincé par la force onusienne et dès lors, on parle de la crise katangaise. Pourriez-vous nous en dire plus? Merci beaucoup, madame. Il y a un principe de droit qui dit que pour dire le droit, il faut remonter à l'origine de tout. Je pars d'un événement précis en 1956. Dans une circonstance que je ne maîtrise pas très bien, mais je sais que le roi Baudouin déclarait que la Belgique était une et indivisible, c'est-à-dire que la métropole et la colonie n'étaient qu'une, c'était ça la Belgique. Mais 4 années après, le Congo obtenait son indépendance. Par quel miracle? Comment cela pouvait arriver? C'est simple à expliquer. J'ai parcouru dans une revue, je crois de l'agence Intal en Belgique, il était écrit clairement que l'annexion de la colonie du Congo à la Belgique était illégale parce qu'il n'y a pas eu un référendum où on a vu la majorité des Congolais accepter d'être annexés à la Belgique. Donc, ceci donnait droit aux Congolais plus tard à recouvrer leur indépendance. Dans la même logique, le Katanga n'était pas concerné par les dispositions de la conférence de Berlin. Mais en 1936, il a été décidé de manière unilatérale, les colons ont décidé d'annexer le Katanga au reste du Congo, au Congo belge. C'était aussi illégal, il n'y a pas eu un référendum et au contraire, ils ont recouru à la violence. Alors, les Katangais se sont dit, comme c'est un peuple qui ne lâche rien, les Katangais se sont dit à l'avènement de l'indépendance du Congo en 1960, ils se sont dit qu'ils devraient aussi prendre leur indépendance. Voilà pourquoi ils ont déclaré leur indépendance. Mais malheureusement, au niveau international, il y a quelques puissances qui n'ont pas accepté cela et il a été voté une résolution pour réannexer le Katanga au Congo. Mais en recourant à la violence, cette démarche était tellement violente et même illégale, encore une fois, et c'était une barbarie que les forces onusiennes ont faite au Katanga. Bon, l'ONU, les Onusiens ayant remarqué qu'ils n'ont pas bien agi, ils ont proposé un plan pour mettre fin à la crise entre le Congo et le Katanga. Ils ont proposé un plan pour refaire l'intégrité du Congo, qui était indépendant, et avec une forme de l'État. Ils ont proposé le fédéralisme, ce qui arrangeait quelque peu les Katangais. C'est comme ça que Tshombe a signé la reddition, parce qu'il savait qu'on allait dans une nouvelle forme de l'État, l'unitarisme, et donc les choses pouvaient marcher. Malheureusement, l'ONU n'a pas réussi à mettre en œuvre son plan, ce qui fait que la crise katangaise perdure jusqu'à ce jour. Les Katangais n'acceptent pas l'unitarisme. Vous savez, l'unitarisme, la forme actuelle aujourd'hui, c'est une forme je dirais, c'est une autre forme d'occupation, de colonisation, parce qu'on voit l'extension de la souveraineté congolaise qui s'étend chez nous. Vous savez que tout ce qui se réalise chez nous est d'abord signé, fait à Kinshasa. Donc, il n'y a rien qui est décidé chez nous. Donc, politiquement, quel est le statut du peuple katangais? Même quand on dit qu'il y a décentralisation, mais est-ce que les Katangais peuvent décider quelque chose d'eux-mêmes, politiquement parlant? Non, je ne pense pas. Donc, jusqu'aujourd'hui, c'est l'extension de la souveraineté congolaise qui s'étend chez nous. Voilà en quoi, plus ou moins, consiste la crise katangaise. Nous voulons retrouver notre souveraineté. Nous voulons avoir
une certaine autonomie politique parce que nous sommes les seuls à pouvoir décider de notre développement. Donc, il nous faut un statut politique qui nous permet d'exprimer notre volonté politique de développer chez nous. Ça fait 60 ans qu'on a été réannexé au Congo. Allez, venez chez nous. Dites-nous, ne fût-ce que, montrez-moi quelques signes de développement avec la politique de l'unitarisme, même si on veut l'appeler décentralisation. Nous savons, madame, très bien comment les choses se passent. Il n'y a pas décentralisation, il n'y a pas rétrocession, tout est toujours centralisé à Kinshasa. Les Katangais payent des taxes, ils payent des impôts pour leur sécurité, pour leur développement, pour leur éducation, pour beaucoup de choses. Mais qu'est-ce qui est fait au Katanga? Ça reste les ruines de la colonisation. Donc, on ne peut pas accepter ça. Nous sommes un peuple qui n'aime pas se laisser faire. Donc, nous continuerons à protester malgré les manières de tous les régimes de Kinshasa, recours à la violence, le terrorisme chaque fois, dans un processus électoral. C'est le moment idéal pour exercer la démocratie, mais au Katanga, on déploie des milliers de militaires. C'est quelle façon de faire la démocratie, tout ça, madame? Donc, nous ne pouvons pas nous laisser faire. Nous protestons contre tout ça. Nous voulons avoir un statut politique avec suffisamment d'autonomie pour nous-mêmes envisager notre développement, notre sécurité et tout ce qu'un peuple mérite. Si vous prenez, madame, excusez-moi, si vous prenez la charte africaine des droits de l'homme et des peuples, l'article 19 stipule clairement que tous les peuples sont égaux et ils ont droit à la même dignité. Mais quelle est la dignité des Katangais? Nous sommes des citoyens de seconde zone dans ce pays. Donc, tout ça, c'est inadmissible. Donc, voilà, en résumé, en quoi consiste la crise katangaise. Merci. Vous avez dit que le Katanga ne trouve pas ou n'obtient pas la rétrocession. Pourtant, c'est établi dans la Constitution de 2006. Oui, mais bon, vous venez d'organiser les élections, vous vous plaignez déjà des irrégularités. Vous pensez que c'est quand il s'agira de la rétrocession, elle sera respectée. Qu'est-ce qui est finalement respecté au Congo? Est-ce qu'il y a une fois, on peut dire que les Congolais ont respecté leur propre texte? Donc c'est comme certains disent que le Congo est un non-État. On ne sait pas quand est-ce qu'il y a constitution et quand est-ce qu'il n'y a pas. Donc ça ne nous surprend pas. Voilà, tout ça, ça fait que notre statut politique est un statut de... on est tenu dans l'asservissement. Et c'est ça qu'on n'accepte pas. Donc, on nous garde dans un état de psychose, de peur, où on ne sait pas défendre nos droits, où on ne peut même pas s'exprimer librement. Voilà. Vous avez dit que, si je comprends bien, vous dites que le Katanga n'est pas mis sur sa place. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Madame, le peuple katangais a droit à un statut politique qu'il s'est choisi librement. Le statut actuel est celui d'imposition par, bien sûr, les puissances, mais ça arrange l'État congolais qui se donne tous les droits sur un peuple qui devrait être plus ou moins souverain sur ses terres. Allez, je vous donne un exemple. Je vous donne un exemple aujourd'hui. Est-ce que les Katangais sont capables de décider de développer, de bâtir, de construire des infrastructures? Non. Les Katangais ont organisé le péage sur certaines routes du pays. On a nationalisé ces recettes en disant que l'État congolais va faire pour vous les routes. Depuis qu'on a créé le FONER, vous pouvez me montrer une seule route financée à partir de Kinshasa par le péage? Zéro jusque-là. Ça fait combien d'années qu'on paye ces cotisations-là? Donc, il y a plusieurs exemples comme ça. Le statut du Katangais, c'est que nous sommes un peuple sans droit sur notre terre. C'est ça qu'on n'accepte pas. Alors, que comptez-vous faire concrètement pour avoir votre souveraineté, votre liberté ou votre indépendance? Madame, c'est une question de droit. À un certain moment, il faudra que les Congolais reviennent à la raison, qu'ils acceptent que les Katangais ont raison de revendiquer tout ce qu'ils revendiquent. Et si les Congolais ne le feront pas, je reviens encore une fois à la charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Nous allons recourir à
tous les moyens possibles pour recouvrer notre indépendance. Tous les moyens possibles sans exception. Car nous sommes un peuple souverain sur notre terre. Quels sont les moyens ou la marge de manœuvre que vous avez pour arriver à votre objectif? Madame, l'indépendance ou le statut politique d'un peuple sur sa terre ne dépend que de lui-même. On n'a pas besoin de demander à qui que ce soit. Le jour que les Katangais vont se lever comme un seul homme et ils vont décider de le faire, on va le faire. Il n'y aura personne pour nous barrer la route. Nos marges de manœuvre ne sont pas limitées tant que nous sommes chez nous. De bonne foi, on a accepté de cohabiter avec les Congolais. Si les Congolais respectaient la Constitution, s'il y avait plus de justice sociale, on pouvait encore tolérer. Mais là, pour le moment, bon, on voit, quand il y a élection, mais on voit le gouvernement de Kinshasa déployer des militaires. Comment voulez-vous continuer comme ça? Maintenant, on nous promet que les gouverneurs seront imposés, ils seront nommés à partir de Kinshasa. Ce sont nos libertés qui seront encore une fois bafouées. C'est pas acceptable tout ça, madame. Et nous ne sommes pas naïfs. Nous comprenons tout cela. Donc, attendez-vous à ce qu'on puisse réagir. Mais nous ne comptons pas d'abord recourir à la violence. On n'a jamais voulu, nous, notre organisation AFPK, on n'a jamais voulu recourir à la violence. Donc, nous connaissons nos droits et nous les défendons. Par tous les moyens légaux jusque-là. Voilà. Il y a un dispositif militaire énorme dans le Grand Katanga. Pour vous... Je suppose que ces militaires ne sont pas là pour attaquer la population. Je suppose que c'est contre les menaces extérieures. Mais si c'est pour venir encore une fois massacrer la population, nous l'avons vécu sous Mobutu. Donc, nous serons obligés de... Mais la population katangaise menace de couper ou de faire encore une fois la sécession katangaise. C'est pourquoi on a déployé... On ne menace pas. C'est un très mauvais mot. La menace ne correspond pas. Nous exerçons nos droits. Ne confondez pas les choses. Nous exerçons nos droits. Hein? Pourquoi c'est une menace? Pourquoi appelez-vous ça menace? Parce que vous estimez que les Katangais n'ont pas droit à un quelconque développement, c'est ça. Les Katangais n'ont pas droit à la sécurité. On peut continuer à nous violer, à cambrioler nos maisons, on peut continuer à nous imposer la misère. Vous savez, lorsqu'on vous exproprie vos terres, la terre, l'homme ne peut pas vivre sans terre. Lorsqu'on vous exproprie, vos terres, il vous reste quoi? Où allez-vous vivre? C'est la terre qui vous procure la nourriture, c'est sur elle que vous vivez, c'est elle qui définit vos conditions de vie. Mais quand on vous dit que cette terre-là, vous n'avez plus rien à y faire, dire. Donc si on vous dit aujourd'hui décamper, allez là-bas, vous y allez, vous arrivez sur une terre où il y a rien pour vous. Donc vous voyez tout ça, c'est pas humain, c'est pas humain, voilà. C'est là qu'il y a la menace. Ne parlez pas des menaces quand il s'agit des Katangais. La menace vient de l'État congolais. Lorsqu'on déploie des militaires, c'est du terrorisme étatique. C'est ça la menace. Il ne faut pas inverser les choses. Les minéraux de la RDC sont une exclusivité de l'État. Chacun est libre d'exploiter, mais il faut passer par les voies. C'est qui l'État selon vous finalement? C'est qui l'État selon vous? Dans cet État-là, le Katanga n'est pas dedans. C'est ce que je comprends bien. N'est-ce pas? Les retombées de toutes ces sociétés minières là-bas, c'est pas ici, hein, c'est ailleurs. Hein. C'est les autres qui en jouissent. N'est-ce pas? C'est qui l'État, c'est vous, selon vous? C'est tous les Congolais ou bien les gens de la Gombe sans les Katangais. Bien sûr, je sais qu'il y a d'autres populations au Congo, par exemple les gens de l'Équateur, ils ne reçoivent absolument rien dans le Bandundu. Tous ces gens, il y a une forte injustice sociale, madame. Mais c'est qui l'État selon vous finalement? Bon, avez-vous un message à passer au peuple congolais? Non, je n'ai pas de message pour le peuple congolais. Au gouvernement de la République démocratique du Congo, le gouvernement central. Je leur demande de respecter tous les textes qu'ils ont ratifiés. Alors, si les Congolais
peuvent ne fût-ce que respecter leur propre constitution, on pourrait déjà trouver un terrain d'entente. Mais tant que on violera la constitution quand il s'agit du Katanga, en tout cas, je suis désolé. Il faut qu'il y ait de la volonté politique au niveau de Kinshasa pour respecter plus ou moins les droits des Katangais. C'est là le début. Ou sinon, nous allons avancer. Vous savez, les Katangais, c'est quelqu'un qui n'accepte pas le laisser aller. Hein, les détournements, tout ça, ça fait mal. Ça fait mal. Pendant que nos enfants n'ont pas d'école, pendant qu'il n'y a pas d'hôpitaux. J'ai vu à Kinshasa comment les bâtiments sont érigés tous les jours. Pendant ce temps, au Katanga, ce sont des trous. C'est l'environnement qui est détruit. Et aussi longtemps qu'il y aura des minerais, nos conditions de survie vont se dégrader au jour le jour. Le jour qu'il n'y aura plus de minerais, donc il n'y aura plus d'espace vital pour le Katanga. Patrick Kalassa, vous êtes président de l'AFPK. Oui. Pourriez-vous nous expliquer un peu, l'AFPK, c'est un parti politique ou tout court, ou un parti ou un groupement politico-militaire comme le groupe militaire, le groupe politico-militaire que Nanga vient de créer. Non, Nanga, ne comparez pas aux forces négatives en général. Ne nous comparez pas aux forces négatives en général. Je connais pas très bien l'organisation de Nanga, donc je pourrais pas répondre à cette question-là. Mais nous, Alliance des forces patriotiques katangaises, nous sommes une organisation politique, évidemment, qui n'a pas été légalisée au niveau des institutions congolaises, mais nous sommes une organisation politique, uniquement politique, qui se bat pour les droits du peuple katangais. Pardon ? Pourquoi ce n'est pas légalisé ? Parce qu'on n'en a pas envie. Ok, continuez. Voilà. Donc, voilà, nous sommes là pour défendre les droits du peuple katangais. Voilà notre objectif en général. Si vous voulez plus de détails, je vous transmettrai quelques documents de notre organisation. Un message au peuple katangais pour terminer. Je les encourage à résister. Ils ont raison, leurs revendications sont légitimes. Donc, notre combat est juste poursuivant, que personne ne lâche. Vous savez, le terrorisme dont nous sommes victimes, il concerne tous les Katangais. Moi, j'ai appris que j'étais recherché par quelques agents des services de sécurité. Mais en fait, c'est le quotidien de tous les Katangais depuis pratiquement 60 ans. Mobutu l'a fait, il a martyrisé nos pères. Donc, c'est notre quotidien depuis 60 ans, ça n'a pas changé. Donc, si je devrais sortir, quitter le pays, donc de dire qu'un jour, tous les Katangais quitteront leur territoire en fuyant la terreur de l'État congolais. On n'a pas le droit d'abandonner nos terres. Donc, nous sommes obligés, nous sommes contraints de résister chez nous et de tout défendre ici chez nous. Parce qu'un jour, on va léguer à nos enfants un Katanga où il fera beau vivre. Merci beaucoup, Patrick Massengo Kalassa. Je rappelle que vous êtes président des indépendantistes katangais. Merci beaucoup. Au revoir. C'est moi qui vous remercie, madame. Bonne soirée chez vous. Merci.